Bonjour. Alors, on va voir que la technique du bouc émissaire, donc le fait de désigner les expatriés comme étant quelque part les coupables, les fraudeurs, finalement c'est quelque chose qui n'a pas disparu du tout comment dire, de l'idéologie politique française. C'est absolument terrible, c'est dramatique. On voit, ils s'attaquent à l'expatriation. Euh, donc, l'idée, c'est de appliquer une fraction d'impôt à des Français partis dans un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50%. Donc là, on parle pas, hein, j'ai regardé un peu dans les trucs officiels, hein, si j'ose dire mainstream, on parle pas d'exilés fiscaux, on parle pas de gens qui ont essayé de cacher leur argent au fisc. On parle bien de tous les Français, hein, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez résidé euh, moins au moins 3 années en France sur les 10 dernières années, et ben à partir de ce moment-là, vous pouvez vous voir appliquer une fiscalité pour euh, si vous êtes dans un État qui pratique une fiscalité inférieure de plus de 50%. Alors, c'est un enfer. Hein. C'est un enfer parce que la fiscalité française, c'est quand même quelque chose de particulièrement très compliqué. C'est un vrai labyrinthe administratif euh, très connu pour ça, hein, nécessitant avocats, etc., fiscalistes pour pouvoir s'en sortir, tellement c'est démocratique. Donc finalement, on voit bien ici l'idée hein, du truc, c'est ils ont voté un amendement du président de la commission. Donc ça veut dire ce sont les députés, hein, mine de rien, c'est la commission en fait, voilà, contre l'évasion fiscale. Donc maintenant, vous êtes un expatrié, vous êtes défini comme étant un évadé fiscal. Alors c'est absolument scandaleux. C'est la technique du bouc émissaire. C'est pas tellement étonnant vu la mentalité qu'il y a en France. Je veux dire, il suffit d'avoir eu un jour la volonté, on va dire, d'ouvrir, enfin de créer une entreprise en France pour s'apercevoir que bah, c'est vrai que la philosophie du risque, elle est absente en fait. Je veux dire, les gens ont vraiment pas envie de prendre le moins de risques. Donc c'est particulièrement difficile de ce côté-là. Si vous voulez vous associer avec des Français, il faut le faire à l'étranger. Je veux dire, en France, c'est carrément mission impossible. Et puis vous avez donc toute l'idéologie, on va dire, envieuse. On parle de jalousie, mais la jalousie, c'est un peu, voilà, vous êtes jaloux parce que peut-être euh, vous êtes possessif avec votre femme, par exemple, voilà, jalousie. Mais c'est pas la même chose que l'envie, en fait, parce qu'on a tendance à confondre un peu les termes, jalousie, envie. Mais là, c'est vraiment de l'envie, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la société en France, on le voit on- quand les gens sont chefs d'entreprise, où il y a une grande partie de la société qui est carrément envieuse envers les gens qui réussissent, envers les gens qui gagnent de l'argent. C'est quelque chose de terrible. Les politiques le savent et ils en profitent. Et on désigne effectivement les expatriés comme étant les boucs émisseurs. Il y a y a rien d'autre. Je veux dire, là, on parle pas de gens qui ont fraudé, on parle de tous les Français. Hein. Vous résidez 3 années en France sur les 10 dernières années, donc je sais pas, regardez, hein, 2014, 2024, vous avez passé 3 ans en France. Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est vous avez résidé au moins 3 années. Mais ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que qu'est-ce qu'on entend par 3 années? C'est 3 années complètes, c'est 3 années en continu, ou bien c'est 3 années par-ci par-là, ou c'est un mois par-ci, un mois par-là, un mois par-ci, un mois par-là, et puis au total on a passé plus de 36 mois et un jour en France, et à ce moment-là on tombe sous ce machin-là. Donc
je pense que c'est vraiment, enfin, je veux dire, on voit bien, je pense que c'est vraiment une absolue méconnaissance de ce que sont les Français de l'étranger, hein, parce que visiblement, comme ils le disent, ils s'attaquent à l'expatriation. Mais si on regarde les chiffres du commerce extérieur, hein, je veux dire, là, je vous ai affiché les exportations, par exemple. Vous avez les exportations, le, le déficit, parce qu'on est en déficit par rapport, si on fait les exportations moins les importations, ben on s'aperçoit qu'on est en négatif. Donc on le voit très bien ici, hein, je veux dire, là on est à -2, -4, -6. Euh, Si on prend en mensuel, on est à peu près là, vous voyez, -6 milliards, euh, etc. quoi. Donc, c'est des données mensuelles. Donc, vous voyez, vous avez les chiffres qui sont à peu près là. Donc, si je prends une moyenne de, allez, on va dire 6, -6 par mois, en fait, sur une année, ça vous fait 72 milliards, 72 milliards de déficit. Hein. Il n'y a pas les services, mais les services, c'est à peu près constant et c'est à peu près positif. Mais c'est constant, je veux dire, ça augmente pas. Hein. C'est ça qui est dramatique. Donc, quand on regarde ça, en fait, faut pas oublier que ça, c'est le budget de la France, c'est-à-dire le fait d'avoir un déficit commercial à la fin de l'année de environ, je sais pas, 72 milliards d'euros, eh bien, c'est de l'argent en moins en France. Hein. Comment vous arrivez, malgré tout, à avoir des exportations? Vous voyez cette ligne-là, là, la ligne de 50 milliards d'euros par mois. Hein. Parce que mine de rien, si on a 50 millions d'euros par mois en moyenne d'exportation, ça veut dire que sur, euh, sur une année, 50 milliards d'euros par mois, vous avez aux alentours de 500 milliards d'euros d'exportation. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 milliards d'euros, on est sur un an, hein, on est dans les ordres de grandeur de tout ce dont on discute en ce moment, du déficit, ce genre de trucs-là, qui se comptent en centaines de milliards d'euros. Hein. Je ne parle pas de la dette qui se compte en milliers de milliards d'euros, mais je parle du déficit. Donc c'est quand même un poste très important, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même fondamental. Or, qu'est-ce qui drive ça? Parce que je vous rappelle, hein, ça c'est des produits, hein, c'est pas du service encore une fois, ce sont des produits. Hein. Qu'est-ce qui drive cet aspect-là? Eh ben, vous avez par exemple, on va dire, pour les moins importants, on va dire, vous avez les alliances françaises. Les alliances françaises, vous avez, je ne sais pas combien, mais il y a énormément d'alliances françaises dans tous les pays. Qu'est-ce que font ces gens-là? Ces gens-là, en fait, ils apprennent le français, ils apprennent la culture française. C'est un organisme officiel, hein. C'est payé par l'État. Et c'est un organisme, en fait, qui apprend et diffuse la culture européenne. Donc, si vous voulez, française, pardon, et de la francophonie, etc. Donc, vous voyez, ils sont présents dans tous ces pays-là. Hein. Et généralement, dans des grands pays, vous pouvez avoir une alliance française en Chine, à Shanghai, une autre à Pékin, etc. Donc, finalement, vous avez quelque part une influence et tout ça, ça permet, mine de rien, d'acheter, je sais pas, les sacs Louis Vuitton, d'acheter trucs comme ça, de diffuser le fait que la France c'est un pays romantique, de faire un peu rêver les étrangers et malgré tout de faire marcher quand même un peu le commerce malgré tout. Enfin, moi je trouve que c'est pas l'idéal, mais ça a quand même une utilité et c'est quelque chose d'énorme. Hein. C'est quelque chose de très très important. Je veux dire, euh, vous en avez beaucoup comme ça. Donc ça c'est un des premiers points, vous voyez. Un deuxième point qui est un peu plus important, mais pas aussi important que ça, vous avez aussi les French Tech. French Tech, vous en avez partout dans le monde. Alors je sais pas où je peux trouver ça, mais en tout cas, vous avez ça en France.
hein. Mais vous avez surtout ça à l'international. En fait, les French Tech se sont beaucoup développés à l'international. À l'international, hein. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous en avez voilà, dans tous les pays, sur tous les continents, vous avez ça. Et ça porte le business pour la France, hein. Alors c'est peut-être pas aussi important parce que c'est peut-être beaucoup de business de services, etc. Il y a beaucoup de choses aussi locales faites par les Français, mais quand vous avez des Français localement, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, ils vont contacter les entreprises françaises qui sont restées en France quelque part pour leur acheter ou pour distribuer leurs produits. Je veux dire, quand vous avez une entreprise qui se trouve, je sais pas, quelque part je sais pas, en Amérique du Sud, par exemple, bah, c'est clair que les relations, elles vont être beaucoup plus faciles de contacter, passer des coups de fil, échanger avec des entreprises qui sont restées en France. Bon, je sais pas, je voudrais tel matériel, par exemple. Imaginons une entreprise française qui fait du matériel informatique, je ne vais pas citer de nom, mais ça existe. Et bah, à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir un échange, etc. Il y a des références, etc. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait de l'exportation, hein. Ça fait de l'exportation parce que vous avez des Français qui sont là. Si vous n'aviez pas les Français ici, ils achèteraient pas en France, hein. Moi, je peux vous le garantir, ils achèteraient en Chine ou aux États-Unis, mais surtout pas en France. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Et il y a un tissu qui est très important. 66, ça couvre la plupart des pays, en fait, vers lesquels on exporte, en fait. Donc, c'est carrément quelque chose de très important. Mais c'est pas tout. Le principal, c'est quand même ça. C'est quand même les chambres de commerce françaises à l'international. Franchement, je, pour être honnête, hein, je trouve pas que ça soit, comment dire, l'alpha et l'oméga du bien. Ça veut dire, je pense qu'ils en font trop pour les entreprises du CAC 40, pour être plus précis, et pas assez pour les PME et pour les petites entreprises qui veulent aller à l'international. Je trouve vraiment c'est dommage. Bon, c'est comme ça, c'est un peu la mentalité française, hein, c'est terrible. Les Allemands marchent beaucoup mieux justement parce qu'ils aident beaucoup plus les PME et les ETI. Mais malheureusement, quand vous allez dans les chambres de commerce à l'international, il faut tout payer. Je veux dire, à partir du moment où vous avez besoin de la moindre étude, c'est facturé, etc. Bon, franchement, c'est dommage. Mais il n'en demeure pas moins que dans leur rôle, les chambres de commerce à l'international, voilà, il y en a 120 dans le monde. Il y a 35 000 entreprises adhérentes quand même, hein. Vous avez, bon, ok, vous avez 35 000 entreprises adhérentes et quelque part, ça veut dire que vous avez 35 000 entreprises qui sont en relation de cette manière-là avec le business qui se fait en France. Donc c'est clair que c'est un moyen d'exporter qui est quand même un moyen d'exporter extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Vous avez régulièrement des patrons français qui viennent dans les pays, les capitales, etc., par les chambres de commerce internationales et qui permettent comme ça de pouvoir augmenter le business et les exportations. Et donc, in fine, si vous voulez, je montre que ces trois organismes, que ces trois, on va dire, structures, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres un peu dans la même veine, peut-être moins importants. Mais si vous voulez, tout ça, mine de rien, ça contribue quand même pour une bonne part au chiffre des exportations ici, hein. Et quoi? Et quoi? Toutes ces structures-là, vous prenez les alliances françaises, vous prenez la French Tech à l'international, vous prenez les chambres de commerce internationales, vous avez énormément d'expatriés qui travaillent là-dedans. Voilà, vous avez, bon, ils parlent d'employés biculturels, mais ce serait important de savoir le nombre d'employés au total qu'il y a dans les chambres de commerce internationales. Mais vous avez vraiment énormément de gens, vous avez beaucoup d'expatriés pour le coup. Alors, ils sont à différents stades de leur vie professionnelle, hein. Ça peut être des stagiaires, mais ça peut être aussi qui vont tomber directement sur le coup de cette loi-là, hein, finalement. Vous avez des gens, peut-être des professeurs,
vous avez des start-upers, des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont partis à l'international. Je veux dire, on est sur la chaîne de l'expatriation. On sait très bien qu'on part à l'international pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec l'expatriation par rapport au fisc ou aux impôts. C'est absolument ridicule. C'est-à-dire, vous partez parce que vous avez envie de découvrir des pays que vous aimez bien, parce que pour des raisons familiales, parce que vous trouvez qu'il y a un business à faire sur place et vous avez des opportunités, etc. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que vous partez. Parce que les gens qui partent pour des raisons négatives, en fait, partent la plupart du temps pas. Parce que généralement, je dis bien c'est général, mais généralement, si vous voulez, c'est pas facile de partir en expatriation. Le premier pays, la première expatriation, elle est extrêmement difficile à faire parce que c'est dur de partir en expatriation. Quand on quitte la première fois, après, ça devient peut-être une habitude, mais quand on quitte la première fois, c'est difficile. Il y a très peu de gens au final qui franchissent vraiment le pas. Il y en a beaucoup qui y pensent, mais au final, il y en a très peu qui franchissent le pas parce que c'est une prise de risque, c'est le saut dans l'inconnu, etc. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que si la France vote ce genre de truc-là, désigne comme bouc émissaire les expatriés, eh bien, ce qui risque surtout de se passer, en fait, c'est déjà les gens, enfin, je veux dire, c'est assez scandaleux, en fait. Hein. Je veux dire, voter un abonnement pour appliquer une fraction d'impôt à des Français partis dans un État, il faut bien comprendre que ces gens-là, tous ces gens-là qui sont sortis des grandes écoles ou qui grenouillent un peu dans les milieux politiques français, c'est des gens, ils trouveront jamais de boulot à l'international. Ils seront jamais obligés de partir du pays parce que ils auront toujours les impôts pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir leur payer un salaire, pour pouvoir leur payer une retraite. Ces gens-là, ils ont pas besoin. Ils seront jamais dans la situation de devoir être expatriés. Donc finalement, voter des lois contre les expatriés, parce que là, il n'y a plus de distinction qui se fait. Je veux dire, clairement, on parle de partir dans un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50%. Mais attendez, il y a quand même une chose qu'il faut voir. Dans ces pays-là, est-ce que le coût de la vie, il est aussi inférieur? C'est ça la question. Parce que une fiscalité, généralement, enfin c'est pas généralement, une fiscalité dépend très fortement du lieu où vous êtes, de l'économie, etc. Donc vous avez des fiscalités généralement qui sont en harmonie avec le pouvoir d'achat des gens, avec les niveaux de prix, etc. Donc à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez finalement, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous allez vous retrouver avec des impôts extrêmement lourds à payer et aussi une charge du coût de la vie très importante à cause de ça. Et d'autre part, moi je vous ferai remarquer quand même l'aspect on ne peut plus flou de ce truc qui apparemment est passé dans un abonnement. C'est très étonnant. Il faut croire que ces gens-là non seulement comprennent rien à l'économie d'un pays, mais en plus ils comprennent même rien carrément au juridique. Pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50%. Je veux dire, il n'y a pas qu'une fiscalité. Il y a une fiscalité sur la TVA, il y a la fiscalité sur les actions, sur le capital, il y a la fiscalité sur le travail. Enfin, voilà, il y a tout un tas de fiscalités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquant une fiscalité inférieure à plus de 50%. Ça veut rien dire. Ou alors, ça veut dire que en fonction, il va falloir faire une déclaration. Alors, ça veut dire quoi? Si on analyse vraiment, je veux dire, imaginons que, moi, j'imagine pas que ça veut rien dire. On peut pas dire une fiscalité inférieure de plus de 50%. Ça veut absolument rien dire du tout. C'est en fonction des cas particuliers, nécessairement. Parce que vous avez des cas, je veux dire, vous allez par exemple en Belgique, la Belgique est appelée à tort paradis fiscal. Je peux vous garantir que quand vous travaillez
quand vous travaillez ou que vous êtes indépendant en Belgique, c'est largement plus de 50%. Enfin, je veux dire, la fiscalité en Belgique, pour les gens qui travaillent, elle est supérieure à ce que vous payez en France. Vous m'entendez bien, hein, supérieure à ce que vous payez en France. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des actions et des trucs comme ça qui éventuellement peuvent payer moins d'impôts, c'est moins taxé en Belgique, mais je veux dire quand vous expatriez en Belgique, vous payez, enfin c'est largement plus que ce que vous payez en France. Alors, renseignez-vous, vous allez voir, hein. Vous allez être surpris, hein. Euh, mais je veux dire, on s'expatrie pas pour ça, on s'expatrie parce qu'on aime bien le pays où on va, parce que pour tout un tas de raisons. On paye plus, on paye moins, voilà, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, donc je vois pas comment ça peut être autre chose que individualisé. Je veux dire, pour moi, ça veut dire vous avez une déclaration à faire quelque part française à la base. Donc vous allez être obligé de vous taper la déclaration française, éventuellement avoir un avocat, machin, tout ça, parce que bon, ils ont rendu les choses plus compliquées pour que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Enfin, c'est absolument antidémocratique parce que c'est compliqué, on comprend rien du tout, c'est un fatras. Et donc vous allez être obligé de remplir et déterminer, je sais pas, la taxe que vous allez payer. Vous allez être aussi obligé de remplir, de déclarer dans votre pays local, hein, c'est normal. Donc là encore, vous allez devoir comment dire, mettre en place ce truc-là. Et puis quoi, vous allez devoir faire la différence. Et puis si vous payez moins de 50% de ce que vous paieriez à l'État français, à ce moment-là, eh ben, vous allez devoir peut-être donner la différence, appliquer une fraction d'impôt. Donc là encore, c'est assez compliqué en fait finalement. À ce moment-là, mais le truc avec ça, c'est que vous avez un risque juridique qui est franchement très important. Il faut un avocat fiscaliste, il faut payer des gens de manière à faire ça. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quel que soit, votre situation personnelle, vous êtes riche, vous êtes pauvre, vous tapez là-dedans direct, hein. Parce que bah, vous pouvez pas savoir, avant d'avoir rédigé et fait vos deux déclarations d'impôts, vous pouvez pas savoir si vous êtes inférieur ou supérieur à 50%. Je veux dire, le cas de la Belgique, par exemple, c'est un cas qui est intéressant parce que si vous prenez un Français, par exemple, enfin deux Français qui vont en Belgique, vous avez un Français qui va travailler, euh, et là, vous allez avoir beaucoup d'impôts, beaucoup de fiscalité, hein. Je veux dire, ça monte très très vite, très fort. Et vous avez un autre Français qui va aller en Belgique. Lui, par exemple, je sais pas, il aura que des actions, par exemple, d'entreprise, et il va payer moins. Donc à ce moment-là, vous allez avoir euh, cette différence-là, en fait, de ces deux cas. Euh, Ça sera pas la même chose. Donc pour un même pays, hein, et puis pas très éloigné, hein, la Belgique, à 1h30 à 1h20 de Paris par le train, vous avez le même pays, vous avez deux Français euh, qui, en fonction de leur voilà, activité, on va dire, ou de leurs revenus, ou je sais pas quoi, vont devoir payer, seront imposés d'une manière complètement différente, qui n'a absolument rien à voir. Parce que la personne qui travaille payera rien du tout, mais la personne qui a des revenus d'action devra payer. Mais le problème dans cette situation-là, c'est que, je dirais, à la limite, vous pouvez pas le savoir. Vous voyez, vous pouvez pas dire, par exemple, je pars en Belgique, je suis tranquille, ou je pars en Belgique, je vais être imposé. Vous pouvez pas le savoir. C'est une fois que vous avez fait votre déclaration, une fois rempli le truc, à ce moment-là, eh ben, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça, c'est un point très très important. Vous vous rendez bien compte que quel que soit votre niveau de revenu, de toute façon, vous allez être obligé de passer par là à partir du moment
où vous avez résidé moins de 3 années sur les 10 dernières années. Et puis encore une fois, je vous dis, hein, les expatriés qui reviennent passer des vacances, pour ça c'est assez vicieux comme truc. Hein. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, vous passez les 10 dernières années, si vous revenez passer 3 mois chaque année en vacances, vous allez voir vos proches, vous allez vous reposer un peu, vous allez voir vos amis, peut-être, je sais pas, visiter un peu, etc. 3 mois par an sur 10 ans, on arrive à peu près 30 mois. Hein. 3 années, c'est 36 mois. Donc si jamais vous avez été malade, vous avez été obligé de rester en France, ou quelqu'un de votre famille a été malade, ou etc., bah, à ce moment-là, vous vous rendez compte du vice quand même de ces gens-là, hein. Bah, à ce moment-là, vous allez retomber dans ce truc-là. Donc finalement, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que il y aura toujours quelque chose. Et en fait, c'est un moyen, donc de désigner les expatriés comme des boucs émissaires. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon. C'est ce qui avait été plus ou moins proposé par la représentante du NFP, et ils essayent absolument de mettre ça en place. Et encore une fois, je veux dire, vous pouvez toujours voter pour n'importe quel parti. Le problème, c'est que tous ces gens-là, en fait, c'est comme ça la France, malheureusement. C'est des gens qui seront jamais amenés, eux, à être français de l'étranger. Parce que de toute façon, ça serait pas possible. Je veux dire, personne en dehors de la France ne veut embaucher un énarque. Personne ne voudra, enfin, parce qu'il est énarque. Donc, à la limite, ils peuvent toujours l'embaucher, je sais pas, pour faire caissière au Monoprix, enfin, ou dans le carrefour du coin. Mais je veux dire, jamais ils seront embauchés à l'étranger. Pareil, leur retraite, elle dépend directement de l'impôt qu'ils prennent aux Français. Je veux dire, quelque part, c'est l'impôt qui verse la retraite de tous ces gens-là. Donc, ils seront jamais touchés. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on envoie dans des postes des décisions des gens qui partagent pas la vie des Français. Je veux dire, et qui comprennent rien en plus. Si tous ces gens-là comprenaient quelque chose à quoi que ce soit, la dette de la France n'en serait pas là où elle en est. Et c'est ça qui est dramatique. Alors maintenant, c'est un problème. Hein, je veux dire, au moins 3 années en France sur les 10 dernières années, je vous dis, vous avez pas beaucoup de moyens d'en échapper. Il y a pas mal d'expatriés qui retournent très régulièrement en France pour y passer quelques temps, ou même de manière découpée, par exemple. Les 183 jours de résidence principale, parce que ça fait aussi référence à cette façon de calcul, hein. Quand vous passez 183 jours en France, au moins, eh bien, à ce moment-là, bah, vous tombez dans la résidence fiscale française. Mais vous voyez, ça se compte en jours. Donc ça veut dire, quelque part, on fait un calcul, on récupère toutes les journées, et puis on fait une addition. Donc ça veut dire, par exemple, imaginons par exemple, vous êtes un entrepreneur français, vous vendez, comme il y en a un certain nombre, hein, comme j'en connais, hein, vous vendez du matériel français, vous travaillez pour l'exportation de la France, et vous devez régulièrement retourner en France pour participer à des réunions, à des choses comme ça. Et à ce moment-là, bah, vous risquez, avec des vacances, etc., de tomber justement dans ces 3 mois par an, dans ces, disons, 4 mois, 3-4 mois par an en France. Et sur 10 ans, bah, ça finit par faire les 3 ans. Donc vous tombez dans cette catégorie-là. Hein. Et donc, bah, à ce moment-là, vous vous rendez bien compte que vous en sortirez jamais. En fait, vous resterez toujours dans cette situation-là. Hein, donc ça veut dire que vous allez tomber en fait dans le système américain avec cette problématique, quel que soit le pays où vous allez vous trouver. Donc c'est extrêmement grave. Et malheureusement c'est comme ça. Je veux dire, on a ce problème-là. Donc et il faut pas appeler ça lutte contre l'évasion fiscale, c'est juste un mensonge. Celui qui a écrit ça ment.
je veux dire, c'est pas contre l'évasion fiscale, puisque ça s'applique à tous les Français. Je veux dire, c'est indiscriminé. Et vous pouvez, avec ce système-là, 3 dernières années en France, sur les 10 dernières années, ça va toucher beaucoup d'expatriés et qui n'ont rien à voir avec l'expatriation fiscale, qui éventuellement se sont retrouvés dans un pays avec une fiscalité inférieure. Et selon, je veux dire, par exemple, votre revenu du travail, du capital, etc., eh ben, ça change tout. Ça change tout. Donc voilà, ça c'est vraiment, en fait, il y a vraiment une problématique qui est très grave. Alors maintenant, il y a des représentants des Français de l'étranger. Moi, je les ai pas entendus faire beaucoup de bruit au moment où le NFP avait eu cette idée déjà, hein, voilà. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que il y a tout ce qui va avec ça. C'est-à-dire, ce qui va avec ça, vous avez la fiscalité. Bon, ça, c'est une complexité qu'il faut gérer. Il va falloir payer des avocats fiscalistes et tout ça, parce que ça va être encore une usine à gaz. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche, malheureusement, en France. Hein. C'est assez catastrophique de ce côté-là, mais c'est pas tout. Enfin, je veux dire, n'oubliez pas quand même vous appliquez ça, c'est comme les Américains, donc c'est un peu moins hard que les Américains, mais on est quand même un peu dans le même genre d'idée, puisque ça touche tout le monde. Donc ça veut dire quelque part, vous allez aussi devoir, les banques dans lesquelles vous allez être à l'étranger, elles vont devoir éventuellement vous dénoncer comme quoi vous êtes comme les Américains. Hein. C'est comme les Américains. Les Américains, les banques doivent les dénoncer aux États-Unis. Ça leur complique la tâche pour faire du business aux États-Unis. Donc finalement, ils refusent d'ouvrir des comptes en banque aux Américains. C'est pour ça que récemment, dans la campagne électorale, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a certains candidats qui veulent retirer ce truc-là. Et donc, il se passera la même chose avec les Français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des demandes d'information de l'État français sur les Français qui sont dans telle et telle banque à l'étranger. On va leur dire, écoutez, si vous voulez continuer à faire du business en France, vous répondez ou on ferme. À ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont dire, maintenant, vous êtes Français, ok, vous barrez, on veut plus de vous, on ferme vos comptes dans un mois. Trouvez-vous quelques comptes ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec les Américains. Hein, c'est pareil, les Américains, pour trouver du travail, ça leur est extrêmement difficile. Voilà, donc je veux dire, encore une fois, quand on parle de ça, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de participation dans les entreprises. Là, on est vraiment sur la totalité de l'impôt. Donc voilà, c'est pas limité à un type d'impôt, c'est pour tout le monde. Je veux dire, vous êtes prof de français dans un pays pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50%, vous tombez sous le coup de ce truc-là. Et vous allez être logé à la même enseigne que le mec qui est parti dans un paradis fiscal et qui gagne des milliards d'euros. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est ça le truc. Donc, encore une fois, je veux dire, les expatriés sont désignés, hein, c'est vraiment une volonté politique, comme les boucs émissaires, parce que c'est facile, parce que ça passe bien dans l'opinion publique, parce que y a toujours eu une envie de la part de certains à l'encontre des gens qui réussissent ou des gens qui arrivent à s'en sortir ou même des gens qui arrivent à se sortir du quotidien. Je veux dire, c'est même pas des gens qui deviennent riches. Je veux dire, les gens ne deviennent pas riches en France de toute façon. Ils le sont, mais ils ne le deviennent pas. C'est pas possible. Ou alors faut vraiment avoir des relations, connaître les bonnes personnes, voilà, être dans des trucs un peu particuliers, mais je veux dire, c'est le reste, la réussite au mérite, c'est juste une farce en France, quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est terrible, on en est là. Finalement, je sais pas qui disait que... Donc
voilà où on en est. Et c'est 3 ans comme ça. Enfin, c'est-à-dire que ça, je sais pas combien de temps ça va tenir, hein, mais il y en a pour 3 ans. Il y en a pour 3 ans parce que va y avoir les élections dans probablement 8 mois, nouvelles élections législatives, etc. Donc voilà, tout ça, ça risque d'être vraiment très très compliqué, quoi. Voilà, je pense avoir été assez clair, disons, sur tous les tenants et les aboutissants de ce truc-là. Euh, donc, bah, j'imagine que quelque part, c'est vrai que si vous avez dans l'idée de vous expatrier, bah, voilà, vous savez que il faudra 10 ans. Hein. Pendant 10 ans, vous allez être assujetti, comme ils disent, à ça pendant 10 ans. C'est ça que ça veut dire. Hein. Dès l'instant où vous êtes expatrié, vous allez devoir subir ça pendant 10 ans. Et attention, il ne faut pas que vous rentriez voilà, 3 années en France, parce qu'à ce moment-là, vous tombez dans le truc. Donc, euh, bon, peut-être il y a des gens qui risquent de finir par abandonner la nationalité française, comme le font les Américains. Je veux dire, les Américains, c'est ce qui se passe, en fait, c'est la fuite. Je pense qu'ils l'ont bien compris aux États-Unis. C'est la fuite en fait des gens, des expatriés en fait, qui de plus en plus abandonnent la nationalité américaine. Alors récemment, ça a diminué parce qu'il y a eu le bruit que les frais pour quitter la nationalité américaine allaient baisser. Donc l'année dernière, je crois, ou cette année, il y a beaucoup moins de gens en fait qui se sont inscrits. Mais la tendance, elle est là, quoi. Je veux dire, les Américains expatriés fuient la nationalité américaine. Bon, après, je veux dire, voilà, le problème, c'est que si vous chassez les Français expatriés de la nationalité française, ou si même vous les chassez tout court avec ce genre de méthode, c'est clair que après, faut pas s'attendre non plus à ce que le business à l'international de la France augmente. Dire quelque part, il faut quand même être raisonnable. On peut pas cracher sur les gens et puis après vouloir avoir quelque chose d'efficace en termes d'exportation. C'est pas possible. Quoi. Je veux dire, quelque part, encore une fois, les gens, au bout d'un moment, comprennent quoi, ce qui se passe. Et quand on dit point d'interrogation, il s'attaque à l'expatriation, quelque part, ça veut dire aux expatriés. Je pense que c'est assez clair sur le sujet. Voilà, c'est triste. Hein. C'est triste que la France en arrive après avoir, à ce niveau-là, après avoir installé vraiment son échec. C'est terrible, mais malheureusement, c'est comme ça. Et encore une fois, les représentants des Français de l'étranger sur la question du NFP, moi je les ai pas beaucoup entendus. J'ai vu quelques tweets, un article de blog, mais ils sont pas vraiment montés au créneau. La vérité, c'est qu'il y en a certains qui sont pas contre cette idée, parce que leur objectif, quelque part, c'est de faire une carrière politique en France. Et les Français de l'étranger, ils en ont un petit peu rien à faire. Je trouve que c'est assez déplorable. Je sais pas à quoi trop ils servent d'ailleurs. Je veux dire, personnellement, je veux bien échanger le fait de ne pas avoir de problème dans ce goût-là, hein, de taxation comme ça un peu à l'aveugle, contre le fait de plus être représenté à l'étranger. Je vois pas même pas pourquoi on vote. Après tout, on paye pas d'impôts en France. Pourquoi finalement on aurait des députés, des sénateurs ou des représentants à l'étranger, enfin des gens élus, qu'on ait des représentants, pourquoi pas, mais à ce moment-là, passer par, je sais pas, l'ambassade, le consulat, des trucs administratifs finalement. Hein. Mais des élus, franchement, non, quoi. Je veux dire, parce que malheureusement, il n'y a pas, il y a pas grand-chose de protection et vous avez même en fait des associations qui se disent français de l'étranger qui sont carrément pour ce genre de truc là. Donc, mais évidemment ces gens-là
ne sont pas à l'étranger, ou donc, enfin, c'est absolument ridicule. Donc voilà où ça en est. La situation, elle est vraiment grave. Mais bon, ça, je pense que c'est pas très étonnant finalement. Donc maintenant, voilà, ça veut dire, si vous... En clair, ça veut dire, si vous êtes expatrié maintenant, si vous partez maintenant pendant 10 ans, vous allez subir cet enfer. Si dans les 10 dernières années, vous êtes revenu plus de 3 ans, donc en haché quelque part, en vacances, voir les amis, etc., pareil, hein, là vous allez être carrément dans le problème aussi, donc ça va retour vers l'enfer, à vrai dire, vers l'enfer administratif. Et puis sinon, c'est clair que mieux vaut peut-être retourner le moins souvent possible, et puis voilà quoi. Puis envisager peut-être d'autres solutions, je sais pas. Voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, si je peux dire.